Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le thème de la montée en compétences numériques des agents. On se donne 45 minutes pour traiter de ce vaste sujet. Ocalia, d'abord en quelques mots. Moi, je suis Franck Burderon, fondateur du cabinet conseil Ocalia. Ocalia, donc c'est un bureau d'études qui intervient aux côtés des collectivités territoriales dans le champ du numérique, sur la transformation numérique du territoire, la transformation interne des collectivités. Notre approche en quelques mots, nous essayons de ne pas simplement nous concentrer sur les questions technologiques, les outils, l'outillage au sein des collectivités, mais aussi d'intégrer l'humain. C'est dans ce cadre-là que nous avons notamment signé un partenariat de distribution avec Pix, qui vous présentera son offre dédiée aux collectivités juste après par l'intermédiaire de Déborah Daubert. Et puis notre philosophie, c'est aussi d'essayer de mettre le numérique au bon endroit. Le numérique est un véritable levier, génère des opportunités pour les collectivités, pour améliorer les services, la qualité des services rendus aux citoyens, pour améliorer les process internes, la collaboration entre les équipes. Mais le numérique, quand il est une finalité, peut aussi constituer un vecteur d'impact négatif, de handicap. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'essayer de mettre le numérique là où il est utile et là où il a un impact très positif. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que nous intervenons auprès de nos clients collectivités. Donc tout de suite, sans plus attendre, je vais vous présenter les différents intervenants de ce webinaire de ce matin. Ma collègue Pauline Palu, en charge de ces activités en lien avec la transformation numérique des collectivités. Nous aurons aussi, qui n'apparaît pas sur cette slide, l'intervention de Jérôme Mabille, qui pilote nos activités en Belgique, puisqu'aujourd'hui, on a un certain nombre des participants qui sont originaires de la région wallonne. Et donc, on fera un petit zoom sur le contexte de la dématérialisation et de la transformation numérique des collectivités sur la région wallonne. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Déborah Daubert, responsable des collectivités territoriales et médiation numérique chez Pix. Et puis enfin, nous aurons le témoignage à la fin de ce webinaire de Mathieu Desjardins, DGS de la commune d'Achicourt. Donc, 3 temps au programme de notre échange. Tout d'abord, un point sur l'état des lieux de la transformation numérique des collectivités, savoir où nous en sommes aujourd'hui, avec encore une fois ce zoom sur la région wallonne. Dans un second temps, Déborah qui viendra nous présenter la plateforme Pix et notamment l'offre Pix Territoire dédiée aux agents de la fonction publique territoriale. Et puis enfin, dans un dernier temps, le retour d'expérience de la ville d'Achicourt qui nous présentera les actions qu'elle mène en matière de transformation numérique et comment elle a intégré Pix pour traiter du sujet des compétences numériques de ses agents. Du coup, Pauline, je te donne la parole pour que tu nous resitues un petit peu le cadre général du contexte. Merci Franck. Effectivement, donc avant de laisser la parole à nos différents intervenants, on se proposait de revenir un petit peu sur la situation actuelle en matière de numérique, puisqu'on a beaucoup évoqué la transformation numérique, la dématérialisation des services ces dernières années. Et si c'est vrai que la crise sanitaire a vraiment été un accélérateur pour nous tous des usages numériques, on est quand même sur une transition qui s'est exercée pour beaucoup de collectivités dans l'urgence et qui continue, mine de rien, à poser des enjeux bien réels pour les collectivités, mais aussi pour leurs usagers. Euh, donc, on voulait faire un point effectivement sur le baromètre du numérique, qui est une étude réalisée chaque année par le CREDOC, entre autres, et qui nous donne quelques grands enseignements sur l'état des usages numériques des Français. Et ça vient donc bien démontrer le rôle pivot de cette période sanitaire dans nos usages, puisque c'est quasiment 92% des Français aujourd'hui qui utilisent Internet quotidiennement ou de manière occasionnelle. Et à contrario, en face, on a un effet de plafonnement depuis 2-3 ans, avec 8% des interrogés qui, pour le coup, ne se connectent jamais à Internet. Ça reste quand même une proportion importante. Et ça montre bien à quel point, au niveau des collectivités, il faut être capable
de maintenir des services, des canaux qui permettent d'accompagner efficacement ces publics-là et d'éviter toute situation de rupture dans l'accès à leurs droits. C'est particulièrement vrai hein, sur la question des démarches en ligne. Donc, une tendance que l'État a beaucoup poussée depuis 2017 avec son programme Action publique 2022, hein, que vous connaissez peut-être, avec, je le rappelle, l'objectif initial de dématérialiser les 250 principales, en tout cas les 250 démarches les plus courantes au niveau administratif. Même si aujourd'hui on est sur des résultats partiellement atteints, puisque c'est un tiers seulement de ces démarches qui fonctionnent pleinement en ligne. Autre enseignement qui est particulièrement intéressant, c'est la tendance pour les usagers qui ont connu la plus forte augmentation d'usage pendant la crise sanitaire à revenir finalement à leur niveau d'usage d'avant la pandémie. Ça concerne notamment les personnes âgées, ça concerne aussi les personnes les moins diplômées, qui sont souvent les personnes les plus éloignées des usages numériques. Donc ça montre bien, encore une fois, qu'on n'est pas sur des usages qui sont durablement installés et qu'il faut continuer à proposer des alternatives pour ces personnes-là. Et puis enfin, dernier enseignement, mais pas des moindres, c'est la question de la maîtrise justement de ces outils numériques, puisque finalement c'est une grande partie des Français qui se considèrent suffisamment compétents sur les outils numériques. Et dans les faits, quand on creuse un peu et qu'on regarde les difficultés rencontrées, on se rend compte que les difficultés augmentent aussi avec la hausse de ces usages, y compris pour ceux qui sont finalement relativement à l'aise. Et c'est pas moins quand même de 25% des Français qui sont en difficulté sur la maîtrise des compétences. Si on regarde maintenant le cas des agents territoriaux, alors bien sûr, en tant que citoyen, ils n'échappent pas à cette tendance de fond, hein, et on le voit très clairement avec les résultats révélateurs d'une enquête qui avait été réalisée donc, par PIX, justement, et les interconnectés en 2021, donc auprès d'un panel d'agents territoriaux qui était représentatif des catégories et des fonctions métiers de la territoriale. Et alors, la chose qui ressort très fortement de cette étude, c'est que 2 tiers des agents n'auraient pas le bagage numérique suffisant pour être en maîtrise sur toutes les situations professionnelles qui embarqueraient du numérique. Et encore plus préoccupant, c'est 1/4 de ces agents-là qui sont en difficulté importante sur le numérique, au point que ça peut impacter leur employabilité ou du moins leur capacité à réaliser pleinement leur mission. Et donc, on voit bien hein, l'impact de l'âge sur cette aisance du numérique. Mais ce qui interpelle le plus, c'est aussi l'influence de la catégorie statutaire, puisque c'est vrai que pendant la pandémie, les catégories A ont beaucoup été confrontées à des situations de management à distance, etc., qui ont pu poser difficulté. Mais quand on regarde les catégories B et C, ce sont des sur le numérique et c'est surtout des catégories qui renvoient à des métiers qui vont le plus évoluer finalement sous l'influence du numérique. On peut citer par exemple les tâches de secrétariat, les tâches d'accompagnement au niveau social, les tâches d'accueil du public. Donc ce sont des métiers qui vont fortement évoluer et ce sont aussi des métiers qui sont le plus exposés à des situations où les usagers viennent interpeller les agents parce qu'eux-mêmes sont en difficulté sur leur démarche. Donc, d'où l'intérêt vraiment de proposer à ces agents une montée en compétences pour faire face à ces différentes situations. Si tu veux bien passer la slide, Franck, s'il te plaît. Merci. Cette question, en fait, elle est d'autant plus préoccupante que ça s'inscrit finalement dans une vague hein, de dématérialisation qui a été poussée par l'État depuis 2016, avec des gros chantiers bien identifiés en termes de passation des marchés publics, de chaînes comptables, et plus récemment, par exemple, la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Et puis, ces dernières années, des obligations qui s'accélèrent sur la gestion des données personnelles, les échanges entre administrations, le numérique responsable aussi qui va s'imposer d'ici 2025. Et on le voit bien, nous, sur nos interventions, et notamment les petites communes, sont en première ligne hein, sur ce fonctionnement dématérialisé. Ça génère toujours plus aussi de sollicitations de la part des usagers. Et donc, c'est une tendance qui, de toute façon, est amenée à s'accélérer à l'horizon 2026. Autre enjeu hyper important en 2023, c'est bien sûr la cybermalveillance. Hein. Vous avez vu passer comme nous tous les faits d'actualité en 2020.
avec une tendance quand même inquiétante de ces attaques à mobiliser des moyens qui sont très sophistiqués, et puis surtout à diversifier leurs cibles, hein, puisque c'était déjà 30% des collectivités en 2020 qui étaient visées, donc une hausse de 50%. Et puis en 2022, elles sont 23% des victimes, donc c'est la deuxième cible finalement après les TPE-PME. C'est des attaques qui n'épargnent pas les toutes petites collectivités et qui sont d'autant plus impactantes qu'elles engagent en fait finalement la collectivité à plusieurs égards, à la fois sur le plan administratif, sur le plan civil et aussi sur le plan pénal. Et ce qui est particulièrement interpellant, en tout cas dans les données de ces études, c'est qu'on voit bien que 2 tiers des élus et des agents des collectivités sont peu, voire pas du tout sensibilisés sur ces enjeux-là. Et c'est encore plus préoccupant de voir que finalement, c'est aussi 50% des responsables informatiques, hein, qui sont souvent les seuls référents dans les petites collectivités. 50% de ces responsables ne sont pas du tout formés sur cette question de cybersécurité. Donc là aussi, on est vraiment dans un sujet qui monte très fortement et sur lequel il faut être en capacité d'accompagner pas seulement la sécurisation de votre système d'information, mais vraiment les pratiques des agents et des élus eux-mêmes. Juste par rapport à ça, Pauline, je te coupe. On a l'intention justement de faire un webinaire spécifique sur ce sujet-là d'ici quelques semaines. Donc, on vous tiendra informé pour ceux que ça intéresse. Et puis, on parle effectivement beaucoup de la France, hein, mais comme disait Franck, on a parmi nous beaucoup de Wallons. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Jérôme Maby, belge de son État, qui intervient particulièrement en Wallonie. Merci, Pauline. Oui, quelques éléments de contexte, mais qui sont un peu complémentaires à tout ce que tu viens d'exposer. Je pense qu'on a globalement des chiffres assez comparables en termes d'appréhension du numérique dans la société. On ne va pas parler ici de baromètre citoyen, mais quelques éléments de contexte plutôt par rapport à la situation des pouvoirs locaux. On sait que le numérique en Wallonie a fait son apparition, en tout cas de manière significative, dans les compétences des mandataires locaux lors des élections communales 2018. Donc, pour autant, bien évidemment, beaucoup de communes sont actives sur ces sujets du développement numérique depuis de nombreuses années, bien évidemment. Et petit clin d'œil à certaines d'entre elles qui sont parmi nous aujourd'hui. Autre élément important, c'est le RGPD, qui a vraiment donné un coup de boost à la prise en compte du numérique, justement, par les communes, par les pouvoirs locaux. Il y a une réflexion à ce moment-là assez importante qui a été menée autour des enjeux de la donnée. Les communes se sont rendues compte qu'elles en géraient, se sont organisées autour de ce sujet de la donnée, qui a pris de plus en plus d'importance, bien évidemment, depuis cette époque, et autour de cette réflexion sur la donnée personnelle. Autre élément important qui a favorisé les réflexions locales en matière de développement numérique en région wallonne, c'est l'appel à projet régional territoire intelligent lancé par l'Agence du numérique en 2019, qui a permis à de nombreuses communes aussi de monter dans le train, de se poser des questions, de réfléchir à lancer des projets Smart City. Ça aussi avec un travail d'accompagnement réalisé par des acteurs missionnés par la région, dont Futurocité et le Smart City Institute. Futurocité, je me permets aussi de saluer Nicolas, qui, je pense, est parmi nous aussi ce midi. Dans le paysage de l'accompagnement aussi, l'importance en région wallonne du rôle des référents Smart Région, des intercommunales, qui sont véritablement des activateurs au sujet de ces compétences numériques, d'activation des compétences numériques au niveau des communes. Le Covid, tu l'as rappelé, Pauline, bien entendu, qui a accéléré la transformation numérique des collectivités, est un élément bien évidemment hyper important dans tout ce contexte. Alors, en termes d'état des lieux, vous avez ici sur cette slide qu'on vous communiquera, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais vous les reconnaîtrez sans doute en ce qui concerne les Wallons parmi vous. Ce sont des éléments issus du diagnostic du Smart City Institute de HEC Liège. Autre outil qu'on attend impatiemment, c'est le prochain baromètre de maturité numérique des communes qui doit être actualisé par l'Agence du numérique très prochainement et qui va devoir aider le gouvernement wallon et le ministre des pouvoirs locaux là, à cibler de nouvelles aides en faveur de la montée en compétences des communes wallonnes. Alors, au-delà de ces chiffres, au-delà de ces éléments du baromètre dont vous avez probablement déjà connaissance, ce qui fait défaut largement en région wallonne, et Pauline, tu reprenais dans tes slides précédentes un tableau avec ce chantier de dématérialisation, ces dates, ces échéances.
cette feuille de route en fait consolidée à l'échelle des pouvoirs locaux, elle fait défaut en région wallonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision vraiment consolidée en matière d'obligation à toute échelle de pouvoir par rapport à toutes les compétences de la commune. Les communes sont livrées à elles-mêmes par rapport à quoi on commence en termes de démat. Donc ça, c'est une vraie revendication, c'est un constat qu'on pose aussi dans le cadre de nos missions. Je pense que c'est pas l'Union des villes et communes qui nous démentira, c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a un gros chantier au niveau régional pour outiller les communes, les pouvoirs locaux, avoir une vision claire de ce qui doit être fait en matière de dématérialisation. Et enfin, autre constat, tu l'as évoqué, mais qu'on fait au travers de nos missions d'accompagnement des communes, c'est qu'en matière de formation pour accompagner la transformation interne et la montée en compétences des agents, il y a cette véritable question, par quoi on commence, hein. On fait quoi pour être efficace, hein. Ça renvoie à ce qu'on peut voir dans les chiffres ici à droite sur l'écran. C'est que 50% des communes, 50% des communes wallonnes déclarent avoir des difficultés pour acquérir l'expertise nécessaire dans la planification, la réalisation et le suivi de projet. Donc, on voit vraiment que le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui, il s'inscrit dans ce contexte. Donc, voilà. Je te repasse la parole. Ouais, merci Jérôme. Donc, on l'a pas forcément présenté et été très explicite, mais en fait, donc Jérôme est le pilote notre agence belge et accompagne les territoires sur ces sujets-là du côté de la région wallonne. Du coup, on va maintenant donner la parole à Déborah. Déborah, du coup, je te laisse prendre la main pour que tu nous présentes l'offre Pix Territoire et puis peut-être que tu te présentes rapidement. Oui, merci Franck déjà pour l'invitation et l'opportunité de venir présenter Pix Territoire aujourd'hui au sein de ce webinaire. Donc l'idée c'est de vous dire quelques mots sur ce qu'est Pix et l'offre Pix Territoire, donc qui est l'offre de Pix à destination des collectivités. Donc Pix, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme, donc un service en ligne ouvert à tous. Sa particularité, c'est que c'est pas seulement une plateforme à destination des agents territoriaux, mais bien à destination d'un panel et d'un public assez large. Donc on se déploie en France pour l'instant donc auprès des élèves, des étudiants, des professionnels, des demandeurs d'emploi, des retraités, etc. Et la vocation de la plateforme, c'est de permettre à tout à chacun d'évaluer, donc de mesurer, développer et certifier ses compétences numériques, et ce, à travers des questions qui ont cette particularité qu'elles sont le plus ludiques possible. Formellement, Pix est constitué en groupement d'intérêt public dont sont membres les différents acteurs que vous avez listés ici, avec cette vocation donc à se déployer, comme je le disais, auprès de publics très différents et aussi à l'international, puisque ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'une version francophone de la plateforme existe également et qu'on se déploie aujourd'hui en Belgique, notamment auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, je te laisse la main, ouais, voilà, Franck, pour passer. Donc, Pix, comment ça fonctionne? Donc, on s'appuie sur un cadre de référence européen, donc qui s'appelle le DIGCOMP, qui décrit à un niveau européen quelles sont les compétences numériques. Et donc, c'est ce qu'on a décliné dans Pix. Et donc, on aborde les compétences numériques de façon transversale avec 5 grands domaines de compétences que vous avez listés ici, qui ensuite se déclinent d'abord en 16 compétences numériques. Au sein de chacune de ces compétences numériques, on va avoir ensuite un certain nombre de sujets qui eux-mêmes vont se décliner en questions concrètes. Et ça, c'est la phase visible de l'iceberg. C'est-à-dire que quand vous allez vous positionner sur Pix, vous allez répondre à un lot de questions. Sur Pix, la particularité, c'est qu'on n'est pas seulement sur des compétences bureautiques, compétences auxquelles on pouvait penser un peu classiquement quand il y a une dizaine d'années, on pensait compétences notamment informatiques, mais on va bien parler de compétences numériques au sens large. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver aussi bien des questions autour des aspects de sécurité mentionnés par Pauline, qui sont effectivement super importants, mais aussi autour de la communication, de la collaboration, ou encore de la capacité à savoir réaliser une recherche en ligne, détecter des fake news. Donc, vous voyez, on est assez large quand on traite des compétences numériques sur Pix. Donc, notre mission, j'en ai déjà touché quelques mots, mais c'est donc d'aider chacun à se repérer et à cultiver ses compétences numériques tout au long de sa vie. Il y a vraiment cette
cette promesse de thermomètre, puisqu'on parle beaucoup de compétences numériques aujourd'hui, mais savoir concrètement identifier ses points forts, ses points faibles de façon objective, c'est pas forcément facile quand on est soi-même utilisateur, mais aussi quand on se positionne en tant que service de ressources humaines ou service des systèmes d'information. C'est pas forcément facile en fait d'identifier quels sont les besoins d'accompagnement. Donc, c'est ce à quoi répond Pix, c'est déjà savoir où est-ce qu'on se situe individuellement et collectivement. Et l'idée de la plateforme, c'est pas seulement de servir de thermomètre, mais aussi de servir d'outil pour cultiver ses compétences numériques et ce, tout au long de sa vie. Et l'idée, c'est d'aller même au bout du bout en proposant de pouvoir valoriser à un moment donné ses compétences numériques via la certification Pix, qui est une certification officielle, donc des compétences numériques reconnues par l'État et le monde professionnel. Donc, comment ça fonctionne, Pix, si je rentre un petit peu plus dans le détail? Donc, vous pouvez vous créer un compte depuis pix.fr ou depuis pix.org. Donc, on a une entrée aussi dédiée pour le contexte belge. Et donc, une fois que vous vous êtes créé un compte, cette création de compte, elle est gratuite et vous pouvez garder ce compte tout au long de votre vie. Donc, j'y viendrai juste après avec l'offre Pix Territoire qui consiste à proposer Pix à vos agents. Peut-être que déjà, certains de vos agents se sont déjà créés un compte Pix et ont déjà eu un vécu sur Pix. Il y a à la fois cette entrée grand public, tout à chacun peut aller sur Pix, et cette entrée que je vais évoquer juste après, prescrite, où finalement une collectivité intègre Pix dans cette stratégie numérique. Les deux sont possibles. Pour vous continuer à vous donner quelques éléments sur le fonctionnement de Pix, je vous disais, sur Pix, on va répondre à des questions. Ces questions, elles sont le plus ludique possible pour casser un peu le côté je m'évalue. L'idée, c'est de mesurer ses compétences et aussi d'apprendre. Et pour apprendre, encore faut-il avoir des épreuves qui sont adaptées à son niveau. Donc, ce qui est hyper important à avoir en tête quand on se teste sur Pix soi-même, mais aussi quand on s'adresse potentiellement à des publics, à des agents, dont le niveau est assez hétérogène, c'est que dans Pix, on a embarqué cette capacité à s'adresser à des publics dont le niveau est différent via ce qu'on appelle un algorithme adaptatif. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail, c'est intéressant de comprendre le mécanisme. Quand vous allez commencer un test dans Pix, on va vous proposer une question de niveau 2 sur des questions allant du niveau 1 jusqu'au niveau 8. Et en fait, en fonction des réponses que vous allez donner au fur et à mesure, on va soit venir gratter un petit peu si vous avez réussi en vous posant des questions plus difficiles. L'idée, c'est de vous appreniez de nouvelles choses. Donc, on va venir essayer de vous mettre un peu en difficulté. Ou à l'inverse, si on perçoit que vous êtes déjà en difficulté sur des questions d'un niveau assez bas, on va venir vous proposer des questions faciles puisque l'objectif, c'est de rester bienveillant et de proposer des questions qui correspondent à votre niveau réel. Adossé à chacune de ces questions que j'évoquais, donc propulsées par un algorithme adaptatif, pour justement répondre à l'objectif de pouvoir apprendre en se testant, sur la plateforme, on pousse aussi des recommandations ciblées de capsules de formation. Donc concrètement, ce sont des tutoriels, soit au plus proche de l'épreuve, soit pour aller plus loin sur le sujet de l'épreuve, pour vous permettre finalement d'apprendre tout le long de votre test. Donc, vous avez vu, on est sur une expérience d'évaluation un peu particulière où, en même temps, on vous évalue, mais en même temps, vous êtes dans une posture d'apprentissage tout le long de votre test. Donc, ça, c'était sur les grands principes de fonctionnement de la plateforme donc Pix. Et donc, on a développé en complément une offre qu'on appelle Pix Territoire pour permettre aux collectivités territoriales de mobiliser Pix dans le cadre de leur stratégie d'accompagnement de leurs agents. Donc, les chiffres, je ne reviens pas dessus, ils ont très bien été présentés par Pauline en début de présentation. Donc, simplement, la vocation de cette offre, c'est de vous permettre donc de mobiliser Pix, comme je le disais, dans le cadre de votre stratégie, pour mesurer, cartographier la maîtrise des compétences numériques essentielles, parce que c'est compliqué de mettre en place un programme de transformation quand on ne sait pas d'où on part, quels sont les besoins des agents. Donc, c'est le premier besoin auquel répond cette offre, dans le but ensuite de vous permettre d'accompagner l'acquisition des compétences numériques propres à certains métiers et de pouvoir aussi
sensibiliser vos agents à de grands enjeux du numérique. On parlait tout à l'heure de la sécurité. On est en plein dedans ici, par exemple. Donc, dans Pix Territoire, ce qu'on propose, c'est le fait plutôt que de proposer aux agents d'aller se connecter sur pix.fr et d'aller se positionner sur l'ensemble du contenu qu'on propose, là, on est venu construire des parcours qui sont en fait des sélections de contenu au sein du référentiel de Pix. Et donc, on a des parcours que la collectivité peut directement proposer à ses agents et qui vont venir cibler les compétences clés pour un agent territorial. On a par exemple des parcours transverses, dans le sens où ils s'adressent à l'ensemble des agents, quel que soit leur métier, leur fonction, pour détecter la fragilité numérique, pour mesurer la maîtrise d'un socle de base. On a ensuite des parcours métiers qui, là, viennent cibler des enjeux métiers qui peuvent être proposés à certains profils. On parlait des secrétaires de mairie tout à l'heure, des agents d'accueil. Il y a certaines compétences numériques qui sont plus importantes que d'autres selon le métier que l'on exerce. Et enfin, des parcours de sensibilisation qui ont la particularité d'être assez courts. Ils prennent une quinzaine de minutes, là où sur les autres parcours, on peut être sur des parcours qui vont prendre un peu plus de temps, jusqu'à 1 heure par exemple, qui ont pour mission de venir sensibiliser à certains sujets. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment de simplifier la proposition de Pix auprès des agents dans votre collectivité avec ces 15 parcours territoires sur étagère. Et donc, pour vous permettre d'intégrer le déploiement de Pix à votre stratégie, tout ça repose sur une interface de gestion qui vous est dédiée, qui s'appelle Pixorga, et qui tout simplement va vous permettre de suivre l'utilisation de Pix par vos agents. Vous allez pouvoir donc paramétrer les tests que je viens de vous présenter, suivre l'avancement de vos agents au sein de ces tests, et le plus important, pouvoir analyser les résultats collectifs et individuels de vos agents. Effectivement, je rebondis rapidement sur ce que vient de dire Déborah sur l'appropriation de ces résultats. Hein. L'intérêt, c'est effectivement d'avoir une vision répondant par répondant, mais c'est aussi tout l'intérêt de consolider cette vision-là par service, par fonction métier, pour identifier rapidement justement les décrochages sur lesquels vous pouvez agir. Et à l'instar en fait de ce qu'on voit sur le terrain dans nos missions, ça vient pas trop en brèche de croyances qu'on peut avoir, hein, typiquement sur des fonctions d'encadrant de direction sur lesquelles on pourrait s'attendre à un niveau élevé de compétences numériques. On est parfois surpris par les résultats, hein, notamment par exemple sur les questions d'environnement numérique de RGPD. Et puis, à contrario, sur des fonctions qui utilisent peu le numérique dans leurs fonctions, je pense notamment aux agents, par exemple, des services techniques, on pourrait se dire finalement que vu le taux d'usage du numérique, ils n'ont pas forcément besoin d'une montée en compétences. Or, on voit bien avec des exemples très concrets, comme par exemple la dématérialisation d'une fiche de paye, que ces parcours de montée en compétences s'adressent à tous, voilà, pour que demain, tous les agents soient en capacité d'aller sur une plateforme, récupérer leur fiche de paye, etc. C'est des exemples assez concrets qu'on constate sur le terrain aujourd'hui. Voilà, donc pour vous redonner un petit peu de visibilité sur le déploiement de Pix aujourd'hui, donc côté français, il y a plus de 70 collectivités qui déploient ou qui ont déployé Pix auprès de leurs agents. Ça représente 15 000 agents territoriaux accompagnés. Et comme je vous le disais, la plateforme, elle se déploie plus largement auprès de différents publics. Donc, ça représente toujours en France 6 millions d'utilisateurs actifs, 2 millions de certifications passées. Pix est déployé dans tous les collèges et les lycées français et plus de 80 universités et aussi dans le monde professionnel. Et pour vous donner un petit peu de visibilité du côté de la Belgique, donc comme je vous le disais, on a un partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc ça représente un peu plus de 10 000 participants utilisateurs côté Belgique et un déploiement qui est en cours auprès de l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement supérieur et notamment, et en plus auprès du ministère côté Belgique. Merci Déborah. Effectivement, on avait préfiguré aussi dans le programme ces questions de l'usage de Pix et comment ça peut vous permettre aussi de lancer une réflexion élargie pour votre collectivité. En fait, au-delà de vous donner une vision sur l'état des compétences numériques de vos équipes, l'intérêt de Pix, c'est aussi de pouvoir engager des parcours de montée en compétences qui sont réellement adaptés aux différents profils de vos agents.
en se questionnant tout simplement sur le degré, la récurrence d'usage du numérique de l'agent dans le cadre de ses fonctions, en projetant aussi les compétences qui sont attendues de cet agent pour réaliser pleinement ses activités. Si on met en place un nouveau logiciel, on repense l'organisation, quels sont les impacts aussi pour les compétences numériques à acquérir pour cet agent. Et puis enfin, c'est se poser la question des modalités d'accompagnement sur les compétences numériques, voilà, en fonction des agents qui sont d'astreinte, ceux qui sont plus ou moins équipés d'équipements numériques dans le cadre de leurs fonctions, comment on peut construire des parcours, des modalités de montée en compétences qui soient motivantes pour eux et adaptées aussi à leurs contraintes, les contraintes de leur environnement de travail. Et donc, on va voir dans quelques instants, avec le témoignage de Mathieu Dujardin, PIX, ça vous permet aussi d'amorcer une réflexion élargie, pour le coup, sur la maturité numérique de votre collectivité. Parce que quand on parle de maturité numérique, ça embarque des enjeux humains, comme on vient de le voir, mais des enjeux techniques aussi en matière de maîtrise des logiciels, de capacité de votre système d'information à se défendre en matière de cybermalveillance. Et donc, mettre en réflexion, en résonance ces trois niveaux-là, ça vous permet de prendre du recul déjà sur la situation, de visualiser les besoins prioritaires sur lesquels vous pouvez engager des actions pour accompagner ces chantiers numériques. Parce que voilà, je le rappelle par rapport à ce que Franck a dit, c'est une vraie opportunité pour vous de gagner des marges de manœuvre au niveau financier, de favoriser la relation à l'usager, la collaboration entre vos services, encore et toujours à condition que vous placiez le numérique au bon endroit, et surtout pas en faire un objectif en soi, donc d'où l'intérêt de se redonner un peu de vision aussi sur les besoins en interne de votre collectivité. Du coup, merci Pauline, merci Déborah pour la présentation. Donc, on va passer au témoignage de Mathieu pour regarder sur un cas très opérationnel comment ça se passe, quelle approche du numérique, comment on intègre cette question de la montée en compétence des agents dans cette réflexion transversale. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, il y aura la possibilité juste après de poser vos questions. Donc, on y arrive dans quelques minutes. Mathieu, bonjour, merci beaucoup d'être là. Donc je pense que tu as ton micro ouvert. Bonjour à toutes et à tous. Oui, tout à fait. Oui, ça y est, je t'entends bien. Déjà, donc on va faire ça sous la forme de questions-réponses, un peu de l'interview, peut-être te présenter, puis nous présenter à Chicourt en quelques mots, même si on voit quelques chiffres là qui apparaissent sur l'écran. Merci Franck de votre invitation. Donc Mathieu Dujardin, je suis DGS de la commune d'Achicourt. Donc Achicourt, c'est une commune de un peu moins de 8000 habitants au sein de la communauté urbaine d'Arras, au sein du département du Pas-de-Calais, donc région Hauts-de-France. Une commune historique avec un passage, une histoire autour du maraîchage, et qui a au fil des années et de ses évolutions développé des territoires plutôt urbains. Donc on a 2 quartiers politiques de la ville. Donc on a une population qui est très hétérogène, avec un centre-bourg qui est plutôt calme et en tout cas disons peuplé d'une population de classe moyenne, et puis des quartiers prioritaires qui sont plutôt peuplés d'habitants des milieux populaires. Que te dire de plus? Voilà, c'est 12,5 millions d'euros de budget, 75 agents déconcentrés comme tu l'as indiqué, 110 agents aujourd'hui, avec un ratio 60% de public féminin et d'agents femmes, et puis 40% d'hommes. Voilà très rapidement les quelques éléments. Vous l'avez en dessous sur les chiffres. Il faut appuyer sur le. On a été coupé, nous, de notre côté, mais je pense qu'on est toujours en liaison avec vous. Non, on t'entend très bien, Mathieu. Merci pour cette présentation d'un peu du contexte. L'idée, c'était qu'on revienne un petit peu sur la genèse du projet. Tu nous réexpliques comment vous êtes arrivé à cette question du numérique, comment ça fait écho à plus généralement les projets de transformation que conduit la ville sur son organisation et sur son projet de territoire. Le premier élément qui était important, c'est que à l'issue des municipales de 2020, il y a une nouvelle équipe qui s'est installée aux commandes de la municipalité. Moi, j'ai été recruté en 2021 et très vite, mais les élus ont
ont fait part de leur volonté. Donc, le premier élément déterminant, c'est la volonté politique. C'est clair que les élus souhaitaient qu'on s'engage dans une transformation de la collectivité locale. Ils ne parlaient pas à l'époque de transformation numérique. Ils estimaient simplement que notre site Internet n'était plus au bout du jour, que notre process n'était pas du tout adapté, que un certain nombre de manières dont on traitait, on gérait les données étaient redondants, pas efficaces, et donc ça a été le point de départ. Le deuxième élément qui a été aussi déclencheur chez eux, ça a été l'expérience du Covid et le déploiement chaotique, pour pas dire erratique, finalement, du télétravail, qui a été une obligation pour nous. Donc, pas équipé, pas d'outils, pas de process, pas de liaison sécurisée avec nos serveurs, ça veut dire pas d'accès au logiciel métier. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ça aussi, ça a été un élément en se disant si demain on est confronté de nouveau à une situation de risque, comment on gère cet élément du télétravail et de l'accès au numérique à distance, notamment pour les agents. L'autre élément qui est important, mais vous l'avez dit, Pauline et puis Franck, c'est qu'il y a la dynamique de Horizon 2022 ou Cap 2022, je ne sais plus comment on a appelé ça, mais c'est-à-dire cette volonté de dématérialiser l'ensemble en tout cas un nombre important de démarches administratives, et qu'on ne pouvait pas passer à côté de ce déploiement-là, puisque si l'État décide qu'un certain nombre d'actions se font de manière dématérialisée, il faut que nous, on puisse accompagner les populations à l'accès de ces services. La dématérialisation de l'urbanisme, si nos agents ne sont pas équipés, quand on a un permis qui est déposé en version numérique, voilà, comment on fait pour accompagner la personne qui fait son dépôt, et comment nous, on gère aussi derrière la gestion de ces demandes dématérialisées. Donc, c'est dans ce contexte-là, une volonté politique, je l'ai dit, l'expérience du Covid, et puis une transition qui existe, qui est en cours, et une transformation qui est importante et auquel on ne peut pas ne pas, en tout cas, y participer, contribuer et prendre le train en marche, qui a amené les élus à dire il faut qu'on s'y engage. Ma crainte, Franck, et la nécessité de pourquoi on fait une feuille de route numérique et pourquoi on arrive à PIX, ma difficulté, ça a été de se dire je ne peux pas m'engager et engager la collectivité de manière décousue, et en tout cas pas stratégique et pas cohérente. C'est-à-dire que on faisait face d'une part à des complexités de champ, vous l'avez évoqué, la question de la sécurité, la question de nos process en verbe, quel type de dématérialisation on fait, quel type de procédure, comment ça gère du niveau de l'usager, mais comment ça gère aussi pour nos agents, c'est un élément déterminant. On faisait face aussi à des demandes de plus fortes de prestataires qui nous offraient des solutions miracles. Et donc, on était tenté d'y répondre au coup par coup, et dire de ne pas mettre de cohérence là-dedans, et de prendre tel opérateur pour la gestion des agendas, tel opérateur pour la gestion électronique du courrier, tel autre pour l'archivage. Et on s'est dit, à un moment donné, on va sans doute rencontrer des difficultés sur des éléments que moi, j'ai bien intégrés aujourd'hui, mais je ne peux pas les exprimer à ce moment-là, quand j'ai rencontré Okelia pour la première fois, d'interopérabilité entre nos différents logiciels métiers, entre nos différentes applications. Donc, notre volonté, c'était d'avoir une approche cohérente et structurée. Ce qu'il fallait qu'on ait aussi, c'est comment notre réseau et nos infrastructures allaient supporter ce déploiement. Voilà, on est une petite collectivité locale, nos serveurs sont en interne, nos logiciels métiers sont hébergés ici en interne. Voilà, donc c'était ces sujets-là d'infrastructure, de sécurité, de besoins à combler, et donc de fait de monter en compétence des agents qui nous ont amenés à poser d'abord la question d'une feuille de route, et ensuite de s'intéresser à la proposition de PIX et de l'évaluation des compétences et de la montée en compétences de nos agents en matière de numérique. Justement, avant de parler de PIX et de zoomer sur PIX, parce que c'est un des objets bien évidemment de notre webinaire, en quelques mots, ça apparaît sur la slide là que je viens de projeter, mais les grands axes de votre feuille de route que vous avez acté de déployer avec ton équipe d'élus. On a trois axes principaux que vous voyez affichés là. La première, c'est la question de la gestion relation usagers, je vais en parler comme ça, c'est-à-dire avoir une stratégie sur l'ensemble des démarches administratives et des outils de communication et d'interaction avec l'administré de manière cohérente pour à la fois informer, répondre aux besoins, apporter des solutions, faciliter les démarches administratives. Ça, c'est notre axe dématérialisation, c'est notre premier axe. Le deuxième, il est axé principalement sur la coopération et la collaboration interne.
C'est-à-dire que c'était un élément déterminant, c'est comment l'outil numérique, comment le numérique facilite la coopération, la collaboration de nos équipes dans le déploiement de toutes nos politiques publiques. Et le troisième axe, il est lié à la gouvernance de cette feuille de route et à son appropriation durable. On l'a écrit comme ça. L'idée, c'est quand même de s'assurer que on embarque l'ensemble des acteurs de la collectivité locale, l'ensemble des parties prenantes, donc nos élus, naturellement, l'ensemble des agents, on le verra après sur les choix qui ont été faits sur les montées en compétences, mais aussi l'ensemble de nos partenaires. Il est évident, et vous l'avez mis en évidence, que quand 20% des Français encore aujourd'hui n'utilisent pas les démarches, en tout cas le numérique pour faire une démarche administrative, et on le voit nous au quotidien, hein, on peut dématérialiser les demandes de permis de construire, et j'ai 75% des dépôts de permis qui sont en version papier, alors que la plateforme existe, la solution existe. Donc on voit bien que, et on s'est dit qu'il était évident que la question de l'accompagnement des populations à l'accès du numérique, de la lutte pour ce qu'on a appelé qu'on appelle aujourd'hui pour l'inclusion numérique, c'était un axe important et qui devait être aussi dans notre feuille de route. Il est évident qu'on n'allait pas le porter seul, on est au sein d'un territoire qui est très dynamique, la communauté urbaine, qui a elle-même sa propre feuille de route et qui porte cette question de l'inclusion numérique. Donc il fallait qu'on ait un écho, en tout cas qu'on regarde comment nos partenaires travaillaient sur ces sujets-là, que ce soit des partenaires très de proximité, nos centres sociaux, nos maisons de quartier, nos associations locales, mais aussi des partenaires plus structurants, la communauté urbaine, la maison de l'emploi, et les autres acteurs du territoire. Donc voilà les trois axes principaux de notre feuille de route. Du coup, Mathieu, tu as évoqué la question de la manière dont on accompagne aussi les agents, donc le volet humain dont on parlait tout à l'heure, donc d'où l'intérêt de fonctionner avec Pix et les modules Pix Territoire. Peut-être revenir un petit peu sur la manière dont ça s'est déployé au sein de la collectivité, les objectifs que vous recherchiez en lien avec ce travail sur la question des compétences des agents. Alors, ça a été pour nous un moment assez très intéressant. Premièrement, parce qu'il faut reconnaître que cette question-là, au préalable, et vous l'avez vu sur nos préoccupations, elle émerge que parce qu'on est accompagné et qu'on dit des enjeux. Mais si nous, spontanément, on n'identifie pas la question des compétences des agents comme étant un élément déterminant. C'est parce qu'on travaille sur le sujet, qu'on met en évidence que les métiers évoluent, que vous mettez en évidence, et vous l'avez dit, qu'un certain nombre de métiers vont être touchés, transformés par la question du numérique, et pas forcément ceux auxquels on croit. Voilà. Que finalement, la question de la montée en compétences et de la relation au numérique de nos agents, elle se pose. Donc, ça a été très intéressant parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on regarde? Quels sont les métiers qui vont être impactés par notre feuille de route? Et puis, quelles compétences on souhaite développer? On a d'abord centré notre diagnostic Pix sur des compétences qui étaient utiles dans le cadre de notre propre feuille de route, il faut le dire, c'est-à-dire principalement sur le volet axe 2, la collaboration, tout ce qui nous permettait de développer des compétences chez les agents pour mieux collaborer, mieux interagir et traiter les données. Pour nous, ça, c'était essentiel. Monsieur le maire aime à me dire il me dit, Mathieu, quand une donnée est arrivée chez nous, elle est traitée une fois et elle est accessible pour tous. On ne la collecte pas 2 fois, on ne la traite pas 50 fois, elle est accessible à tous. Évidemment, dans ce que je viens de dire là, vous vous rendez compte qu'il y a la question de qui reçoit la donnée, qui la traite et du RGPD. Parce que accessibilité, etc., etc. Donc, on voit bien que de la volonté politique se posaient toutes ces questions il faut qu'on sache mieux coopérer, mieux collaborer, mieux interagir, mieux traiter la donnée, mais dans des raisons de sécurité. Donc, c'est les principales compétences qu'on a choisies au départ. Je vous les redonne de mémoire, c'était interagir, collaborer, traiter et gérer des données. Ça, c'était l'axe principal les axes principaux, du diagnostic. Et ensuite, on s'est dit, bon, et là, Ocalia et Pix ont été très utiles. On s'est dit aussi, il faut qu'on embarque quand même tout le monde. C'est-à-dire, avoir une feuille numérique qui embarque 50% de tes agents, je pense que ça n'a pas de sens parce que ces transformations, elles sont aussi profondément plus personnelles. C'est-à-dire qu'elles impactent nos vies en tant que citoyens et pas forcément en tant que salariés, agents. Donc, on a dit, OK, on emmène tout le monde, les élus, parce qu'il y a une volonté de coopérer avec les élus, donc tous les élus étaient embarqués, et on a embarqué les 110 agents de la collectivité locale. 123 personnes ont passé le diagnostic. Et donc, compte tenu du fait qu'on emmenait tout le monde, on a été aussi chercher des compétences qui étaient utiles dans le quotidien. C'est pour ça que les autres compétences qu'on a retenues, elles sont autour de mon identifiant connect, c'est-à-dire comment moi, en tant qu'individu,
j'utilise des supports existants pour m'identifier facilement sur différentes applications pour déclarer mes impôts, avoir mon compte d'assurance maladie, etc. Bon, ces éléments-là. Et puis, le dernier élément, je l'ai perdu, mais c'était vraiment des compétences qui étaient utiles au quotidien pour les agents, pas uniquement dans le cadre de leur vie professionnelle. Ce qui permettait de trouver un intérêt parce que sur la question de traiter et gérer de la donnée, pour quelques métiers, ça avait moins de sens. Même si, Pauline a raison de le souligner, on s'aperçoit que si demain on décide de généraliser l'utilisation d'outils numériques pour le signalement, par exemple, de désordre dans l'espace public, l'utilisation de la tablette, se connecter avec, prendre une photo, la télécharger, l'adresser, tout ça, ça nécessite quand même d'avoir des compétences numériques spécifiques pour nos agents de propreté urbaine, par exemple, ou les agents de technique de voirie. Donc, je pense que, comme conscient que l'ensemble des métiers étaient impactés, et ça aussi, ça a permis aussi de faire mûrir ces réflexions autour de nous, et en tout cas au sein du collectif élus agents, on a eu un diagnostic qui était voilà, sur ces principales compétences-là à identifier et à mesurer. Du coup, ça rejoint aussi ce que disait Pauline tout à l'heure, parce que il y a eu le cas aussi, si je me rappelle bien, Mathieu, sur la question de la dématérialisation de la fiche de paye, par exemple, etc., qui concernait tous les agents et du coup avec des problèmes simplement d'être capable de se créer un mot de passe, de se connecter sur une application pour télécharger une fiche de paye. Pour certains agents qui sont très éloignés du numérique, c'est pas forcément si simple que ça. Peut-être une petite question sur tu as évoqué que l'idée, c'était d'embarquer tout le monde, tous les agents, quel que soit leur métier. Du coup, ça pose la question aussi des outils numériques qui sont à leur disposition, toute une partie des agents ne sont pas forcément équipés. Comment vous avez fonctionné, du coup, pour faire en sorte que tout le monde puisse justement participer à cette campagne de test? On a tout d'abord, on a adressé un courrier à l'ensemble des agents en leur indiquant que pour celles et ceux qui étaient autonomes, ils pouvaient le faire de chez eux, mais c'était pas naturellement la priorité. On mettait à disposition les outils professionnels pour l'ensemble des agents qui travaillent avec des outils numériques à disposition et qui prenaient sur leur temps de travail un temps pour remplir ce diagnostic qui durait à peu près 1 heure de mémoire. Je crois que sous couvert de Déborah, mais je pense que c'était 1 heure de mémoire de diagnostic à réaliser si on est plutôt voilà, dynamique et qu'on avance assez vite, même si voilà, tout dépend du temps qu'on souhaite passer et comment on avance dans les questions qui nous sont posées. L'autre aspect, c'est qu'on a mobilisé des salles de classe numériques qu'on a et on a proposé aux agents de s'y rendre voilà, sur le temps de travail par groupe de 5 à 10 agents accueillis par notre référent informatique, connectés directement sur le site et accompagnés pour passer le diagnostic. Voilà. Et donc, on a fait 3 sessions, 3 mercredis d'affilée pour tous nos personnels techniques principalement qui travaillent dans les écoles, qui travaillent dans l'espace public, bâtiments, logistique, activités périscolaires, entretien des bâtiments. Tous ces agents-là, en grande partie, ont passé le diagnostic dans le cadre de ces ateliers du mercredi. Du coup, aujourd'hui, les enseignements que tu retires de tout ce travail et puis un peu les perspectives que ça dresse pour l'avenir en lien avec cette feuille de route de transformation numérique? Sur le fond d'abord, je pense que ça a plu. Les agents ont apprécié la démarche et finalement sont assez. Le PIX est ludique à l'usage, faut le reconnaître. Hein, c'est très intuitif, ça marche assez bien quand même, faut le reconnaître. Même si on n'a pas énormément de compétences numériques, pour ceux qui en ont, c'est très aisé parce que c'est un déploiement aussi sur le temps scolaire. Hein, donc évidemment, tout ça a été pensé. Hein, moi, je ne fais que constater. Et les agents, dans la majorité, ont plu. On avait 123 agents mobilisables, 97 ont répondu au diagnostic. Voilà. Vous enlevez quelques arrêts maladie, fort probable, des agents qui vraiment n'ont pas réussi, même malgré notre accompagnement, parce qu'il faut quand même avoir une adresse mail. Et ça, Franck, nous on a eu, mais non, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'ai demandé à ma fille, et c'est elle qui gère ma boîte mail. Donc, on voit bien voilà, qu'on a des agents qui sont très dépendants en matière de relations numériques. Et 97 répondants. Le résultat, c'est 60. On a un degré qui doit être s'afficher, mais on est à 60, de mémoire 63%. De compétences numériques, de capacités numériques, un peu plus de 63%, ce qui est un peu en deçà, je pense, que de la moyenne nationale.
On a identifié très clairement que la compétence collaborer, interagir n'était pas du tout maîtrisée. Et donc, on avait une vraie difficulté, c'est-à-dire que ce n'est pas tout d'avoir un outil qui permette la collaboration en ligne. Mais si tes agents ne sont pas prêts et pas formés, ça ne servira à rien. Ça nous a confirmé que notre feuille de route devait avoir un volet formation. Et notre feuille de route, elle a un volet formation qui est rattaché à chaque axe en termes de contenu et qui est piloté sur l'axe 3, approprier durablement la feuille de route. Ça passe par la formation et un plan de formation qui sera sans doute, je dis sans doute parce que c'est des éléments qui ne m'appartiennent pas uniquement, mais moi j'en ferai la proposition à l'appui de PIX. Et on retournera sans doute sur l'outil pour développer des nouvelles compétences. On a aujourd'hui le diagnostic. Il faut savoir que les agents ont eu la possibilité pendant 1 an de pouvoir utiliser l'accès à la plateforme. Il faudra sans doute qu'on prolonge cet accès sur un certain nombre de catégories d'agents pour qu'on puisse travailler le développement de compétences liées au déploiement de la feuille de route sur ce volet-là, notamment de la coopération, de l'interaction entre les services et les élus. Ouais, du coup, je pense que c'est un des vrais, effectivement, apports de ces diagnostics PIX, pardon. C'est effectivement le lien et l'adéquation qu'on peut créer entre toutes les formations parce qu'il y a déjà plein de formations qui existent. PIX, d'ailleurs, propose de l'auto-formation directement sur la plateforme au fur et à mesure qu'on remplit le questionnaire. Mais il y a tout un tas de structures, le CNFPT, par exemple, mais tout un tas d'autres structures qui proposent des dispositifs, des contenus de formation qui sont adaptés. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'état des lieux jusqu'à maintenant et du coup, chacun allait chercher la formation qui l'intéresse, mais qui n'était pas forcément cohérente avec le niveau de maîtrise de l'agent concerné ou les objectifs de maîtrise qui étaient recherchés par le service, par la direction, etc. Et donc, c'est vrai que ça permet vraiment de créer ce lien et cette adéquation entre les deux. Je pense que c'est vraiment la chose qui est particulièrement intéressante dans ces parcours d'évaluation. Tout à fait, c'est-à-dire que l'offre de formation, tu l'as dit, elle existe, elle est même très large et il ne s'agit pas de privilégier un opérateur plutôt qu'un autre. Mais l'idée, c'était simplement de savoir que aujourd'hui, des offres, en tout cas une offre de formation qui puisse répondre pleinement à nos besoins sans diagnostic, c'est pas possible. Et donc, on envoie les agents et ils arrivent et ils sont déçus. Et ils arrivent, ils ont un niveau Excel qui est bon et ils veulent développer. Et ils arrivent, ils sont obligés de prendre leur formule. Je fais l'Excel 1, plus Excel 2, plus Excel 3. Donc, ils perdent énormément de temps, ils se découragent, ils n'ont pas envie, ça va pas assez vite pour eux, ils ont l'impression de perdre leur temps et ils n'arrivent pas à développer ces compétences. Je prends cet exemple-là parce qu'on l'a récemment, des agents qui qui souhaitent développer leur maîtrise de ce tableur et qui sont obligés de refaire tout un parcours. Et donc, en plus, c'est chronophage pour la collectivité locale parce que des agents en formation, c'est très bien, mais c'est des agents qui ne sont pas tout le temps à leur poste. Et comme DGS, je suis attaché aussi que l'équilibre entre temps de formation et temps de présence effective pour nous soit aussi équilibré. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on s'est aperçu, ça c'était très intéressant, que les politiques publiques qui ont fait l'objet de dématérialisation un peu à marche forcée, le niveau de compétence des agents est un peu plus élevé. Urbanisme, aménagement du territoire, parce qu'on est en lien avec chez nous les services des fiscaux, le cadastre, etc., qu'on a des logiciels d'accès sur les bases de données. Donc là, les compétences sont très bonnes. A contrario, et vous l'avez dit, j'étais assez surpris de voir les résultats des travailleurs sociaux, par exemple, qui ont la nécessité de devoir peut-être accompagner demain des personnes en situation de précarité sur des demandes sociales, et pour qui le niveau, chez nous en tout cas, étaient des niveaux qui étaient moins élevés que ce que j'aurais pu estimer. Le niveau de la direction générale des services et des élus n'est pas excellent, je tiens à le préciser. On est à 78%, alors qu'on a des services comme la communication, informatique et réseau naturellement, urbanisme, aménagement du territoire, bureau d'études qui sont au-delà de 95%. Donc, on voit bien que, tu l'as dit, n'est-ce pas, parce qu'on a la direction générale des services ou même nos élus ont une volonté, ils sont aperçus aussi, et que la formation, elle pouvait aussi s'orienter et être utile pour eux. Et c'était vraiment une démarche collective. On a une question parce que peut-être qu'on n'a pas été suffisamment clair de Géraldine Gagneux là dans le chat qui demande si les agents ont donc réalisé les parcours en présentiel. C'était un mix, distanciel, présentiel. Peut-être à repréciser, Mathieu. Oui, nous on l'a fait. En fait, ils avaient la possibilité de le faire en présentiel, c'est-à-dire dans les ateliers quand on leur offrait parce que leur métier n'offre pas d'outils numériques ou qu'ils n'en ont pas. Principalement le service technique, l'espace vert, voirie, propreté urbaine, etc. Mais ils pouvaient très bien le faire de chez eux s'ils le souhaitaient.
Mais on offrait la possibilité de le faire sur leur temps de travail. Les agents qui travaillent avec des outils numériques au quotidien l'ont fait sur leur temps de travail. Moi, je l'ai fait de chez moi parce que voilà, c'était plus simple, plus facile dans mon emploi du temps, donc c'était libre. Mais en tout cas, ce qu'on souhaitait, c'est que chacun puisse le faire. Ok. Je sais pas si j'étais clair. Ouais, tout à fait. Du coup, on va conclure. Et pour les personnes qui ont des questions, vous pouvez y aller. Peut-être un dernier sujet, Mathieu. Aujourd'hui, vous en êtes où après cette phase de diagnostic, la définition de la feuille de route? C'est quoi en gros, c'est quoi ce qui va se passer là dans les mois ou les années même qui viennent? Comment vous envisagez les choses? Eh ben, écoute, ce qu'on souhaitait, c'était d'avoir un cadre structurant, je l'ai dit, et elle porte bien son nom, c'est une feuille de route. Donc, on a une carte, on a une cartographie de comment on va là où on souhaite aller. Les élus, on peut dire où ils souhaitaient aller, on a vu comment on devait y aller. Et donc, on suit cette carte à la lettre. Donc, on a nommé nos chefs de projet, réuni notre comité de pilotage, approuvé la feuille de route dans sa globalité, donné les éléments à chaque chef de projet. Donc, chaque axe est piloté par un chef de projet. Et on déploie, on y va. Donc voilà, Amélie, vous ne voyez pas, mais qui est à mes côtés, qui travaille sur la gestion relations usagers, elle est dessus en ce moment, elle travaille sur ces sujets, elle rencontre l'ensemble des services, elle est en train d'auditer l'ensemble de nos process. Aujourd'hui, on est sur le GRU principalement et voilà, on est en train de regarder l'ensemble de nos procédures, qu'est-ce qu'on a comme démarche, comment on a accès à nos services, quelles sont celles qu'on va dématérialiser. Enfin, on le déploie comme ça. Moi qui porte le volet appropriation durable, je rencontre prochainement la communauté urbaine sur le volet inclusion numérique, présenter notre feuille de route pour que aujourd'hui la communauté urbaine sache clairement où on va, et on va travailler autour du plan de formation en lien avec les deux autres chefs de projet, mon DSI étant responsable du volet collaboration coopération. Merci beaucoup, Mathieu. On arrive au terme de nos échanges. S'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, ils peuvent ouvrir leur micro et poser leurs questions. Ou via le chat aussi, c'est possible. Vous avez un onglet au-dessus qui peut poser des questions dans l'onglet discussion. Et si il n'y a pas de questions, c'est que c'était particulièrement clair. C'est encore quelques secondes. Bah écoutez, merci beaucoup. A priori, des questions c'est Jérôme qui intervient. Ah oui, des questions ou des témoignages, hein, si certains veulent rebondir aussi sur ce qui a été dit, il y a peut-être aussi des expériences à partager qui vont dans le sens de ce que Mathieu expliquait. Donc, n'hésitez pas non plus. Du coup, si certains souhaitent qu'on leur envoie le document qu'on a projeté, parce qu'il y avait des moments où on est peut-être passé un petit peu vite, mais il y a des contenus d'information complémentaires, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail, vous voyez nos coordonnées qui apparaissent. En tout cas, un grand merci à Déborah et Mathieu d'avoir accepté de passer un peu de temps avec nous pour nous expliquer à la fois l'offre PIX Territoire et puis ce témoignage de Mathieu concernant la mise en œuvre de la feuille de route numérique de la ville d'Achicourt. Nous allons bientôt organiser d'autres webinaires. On vous a parlé de la cybersécurité. On va aussi certainement avoir un webinaire spécifique sur la question des petites secrétaires, du moins des petites communes et des secrétaires de mairie qui se retrouvent souvent coincés entre les demandes des usagers qui poussent la porte de la mairie et les obligations de dématérialisation pour lesquelles elles sont pas forcément formées, elles n'ont pas forcément les moyens. Donc on sait que c'est un gros sujet avec possiblement de la mutualisation aux échelons supracommunal, interco, syndicats mixtes départementaux, etc. Donc ça fera l'objet d'un autre webinaire qu'on va prochainement organiser. On vous tiendra de toute façon informé. Encore merci beaucoup de votre participation et puis à très bientôt. Merci à tous. Merci à vous.